Ça va toujours le Deathfest? Ouh la vache, ouh là là, ok, on va recommencer. Est-ce que ça va toujours? Eh ben c'est vachement mieux, je vous sentais un peu endormi là, je pense que la soirée hier était un peu rude, hein. En tout cas, aujourd'hui je suis très content de présenter Mazloum qui va venir nous parler d'Event Driven et de Serverless dans GCP. Peut-être qu'il parlera de foot, on ne sait pas. Je vous laisse avec lui. En tout cas, applaudissez-le très très fort. Il en a besoin, il a besoin de votre énergie. Je vous laisse en bonne compagnie. Applaudissez-le. Merci, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, dans ce talk, je vais présenter une architecture event-driven et serverless. Je vais expliquer un peu l'intérêt de ce type d'architecture, ce qu'elle peut apporter aux équipes métiers. Et ensuite, on va vous faire un voyage complet. On va vous montrer des schémas d'architecture, on va vous montrer l'implémentation en code, et on va dérouler un peu tout ça sur Google Cloud. Alors, quelques mots sur moi. Moi, je m'appelle Mazloum Tosun. Je suis Google développeur expert sur GCP. Et récemment, je suis passé aussi Docker Captain. Si Philippe Charrière me regarde, merci Philippe. Voilà. Et je propose des contenus sur une chaîne YouTube dans laquelle je fais des contenus orientés data, DevOps, clean code autour du cloud GCP. Un petit détail, je suis supporter du PSG depuis que je suis petit, donc c'est pour ça que j'ai mis la petite bulle à droite. Et donc voilà, si vous vous intéressez à mes contenus, n'hésitez pas à me suivre. Je vous ai mis en avance de phase un QR code pour les slides. Comme ça, si vous voulez les télécharger sur votre téléphone ou autre, vous pouvez déjà le faire. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est que rapidement, on va vous parler un petit peu de l'architecture cible. Pour l'architecture cible, on va traiter des données. Alors, on va travailler sur des vraies données. Donc, c'est les données de statistiques de joueurs de la Coupe du Monde du Qatar. Donc, j'expliquerai tout à l'heure un peu comment est formatée la donnée brute et comment on va la transformer en données métiers. Et en fait, le fichier va arriver en ND-JSON. Donc, c'est un objet JSON par ligne. Ensuite, on va uploader ça dans une bucket storage. On va trigger un premier composant qui, lui, va transformer la donnée brute en donnée métier. Ensuite, on va restocker le résultat dans un second object storage. Ensuite, on va ramener un second fichier qui va nous donner les classements FIFA par équipe. Par exemple, la France est première ou deuxième du classement FIFA, l'Argentine est première et ainsi de suite. Donc, on va raccrocher les classements FIFA à chaque équipe de notre liste. À la fin, on va stocker le résultat final de nos données métiers avec les classements FIFA dans un data warehouse. Pour finir, on va coder un composant en Go pour montrer qu'avec ce type d'architecture, on peut switcher de langage assez simplement. Et ce qu'on va faire dans ce dernier composant, c'est qu'on va prendre le fichier d'entrée et le fichier métier ensuite en second step, et on va les basculer dans un object storage qui est dédié à du stockage long terme, ce qu'on appelle du cold bucket. C'est souvent des pratiques qu'on voit dans la data. Donc, quel va être notre premier besoin? Donc nous, ici, on va souhaiter traiter les données le plus rapidement possible, parce que moi, j'ai travaillé dans différentes équipes data, et parfois, les métiers nous disent, nous, on aimerait ne pas faire du batch traditionnel avec des cron jobs, avec des batchs qui sont, je sais pas, lancés une fois par jour. On a plutôt envie que dès que les données arrivent dans notre système, on les intègre le plus rapidement. Et en fait, grâce à ça, le métier peut appliquer des règles plus rapidement et on peut apporter de la valeur plus rapidement. On peut faire du marketing sur la donnée plus rapidement. On peut aussi, je sais pas, faire des campagnes de promotion potentiellement à des utilisateurs plus rapidement. Et donc, c'est intéressant. On peut réduire le time to market et aider les métiers vraiment à apporter plus de valeur. Ensuite, ce qu'on va avoir besoin de faire, c'est gérer le séquencement de nos tâches, parce qu'on vous l'a montré dans notre architecture. On a différents composants qui vont être déclenchés à la suite, donc il faut pouvoir gérer le séquencement de nos tâches. Donc, la première solution qu'on va apporter, nous, ça va être l'event-driven. Donc, l'event-driven, ça permet de traiter les données plus rapidement, ça va permettre d'avoir des composants autonomes dans notre architecture. Chaque composant va être en mode écoute d'un événement. Donc, on a, par exemple, s'il y a des éléments qui arrivent dans une bucket, on peut trigger un composant grâce à ce pattern event-driven. Quand on fait de l'ingestion en base de données ou dans un data warehouse ou autre, on peut également trigger
encore un autre composant. Donc ça va réagir à différents événements. Et donc ça va être ça la première solution que nous, on va apporter dans notre architecture. Donc quels sont les outils qu'on peut choisir on-premise? Alors, on voit que sur le marché, on a des outils comme Kafka, RabbitMQ, Apache Storm, Apache Camel ou autres. Donc on voit qu'on peut avoir différentes possibilités dans nos choix. Et donc, il faut choisir la meilleure solution, potentiellement, si on fait du on-prem. Sur les cloud providers, on peut avoir du cloud PubSub. Sur Amazon, on peut avoir du SQS ou du Azure Service Bus sur Azure, et Amazon SQS sur AWS. Donc, quel est notre constat? Bon, le constat, c'est qu'on a beaucoup d'outils et de technos, qu'on soit on-prem ou sur le cloud. Donc, on a une multitude d'offres et ce n'est pas forcément simple de choisir la bonne solution. Et forcément, ça va nous faire réfléchir sur les solutions qu'on va devoir adopter. Donc, notre second besoin ici, ça va être qu'on va avoir besoin de l'infrastructure pour déployer nos différents composants en Python et en Go. Et on a un problème, nous, dans l'équipe, c'est que l'infrastructure, ce n'est pas notre spécialité, quoi. Et donc, du coup, on a plutôt envie d'être focus sur notre code, de se concentrer sur notre code et sur le code qui a de la valeur pour le métier et pour l'entreprise. Là, encore une fois, on peut se poser des questions sur quelle infrastructure choisir. Donc, on peut avoir des solutions comme Kubernetes, qui sont un peu des solutions standards pour nous faire des déploiements et de fournir de l'infrastructure. On peut aussi être tenté d'utiliser des VM, etc. Mais nous, on va plutôt aller vers une solution serverless, parce que comme on l'a dit, l'infra, ce n'est pas notre spécialité. Et l'avantage du serverless, c'est qu'on ne va pas avoir besoin de se préoccuper de l'infra, de gérer du cluster ou autre. C'est le cloud provider qui va nous fournir l'infrastructure à la volée. Et on va pouvoir être focus sur notre code et on va pouvoir être focus sur ce qui a de la valeur métier. Et on ne va pas perdre de temps à aller sur quelque chose qui n'est pas notre spécialité. On sait que sur les différents cloud providers, on a plein de solutions qui s'offrent à nous en mode serverless. Mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, on va illustrer ça avec GCP. On va vous montrer ce mariage event-driven et serverless, et on va vous faire voyager jusqu'à l'automatisation DevOps. Donc, avec des outils qui sont eux-mêmes serverless. Alors, tout sera serverless un peu dans l'architecture. Et on va vous montrer un peu tout ça. Et on va le décliner sur 2 use cases. Un premier use case dans lequel on va utiliser des Cloud Functions pour nos composants serverless. On va ensuite remplacer ces Cloud Functions par des services Cloud Run. Cloud Run, c'est une autre façon de faire du serverless sur GCP, mais c'est basé sur du conteneur. Donc là, je vous montre les différents composants qu'on va utiliser dans notre démo. On va avoir GCS et BigQuery en sortie, et on va utiliser Python et Go, et on va utiliser Looker Studio pour vous afficher toutes les règles métiers et les KPI en bout de chaîne pour vous montrer un peu toutes les statistiques des joueurs de la dernière Coupe du Monde de football. Ensuite, je vais montrer un second use case où je vais ajouter un orchestrateur au milieu de mon architecture et je vous expliquerai un peu l'intérêt de ça. C'est que parfois, pour gérer des séquencements de tâches, avoir un orchestrateur, ça peut être intéressant parce qu'il va être vraiment pensé pour gérer du séquencement de tâches. Et on a un outil qui s'appelle Google Cloud Workflows sur GCP, qui est également serverless, et je vous en parlerai dans la démo. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai mis une vidéo dans les slides au cas où, si vous voulez vous refaire un peu une petite démo short, mais là, moi, je vais plutôt vous montrer, on va faire un petit voyage sur un premier schéma d'architecture. J'espère qu'il est assez gros, mais effectivement, sur cette partie-là, on va gérer la partie CI/CD de notre use case. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser Cloud Build, qui est un outil serverless sur GCP, pour faire de la CI/CD. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un premier job manuel avec Cloud Build qui va permettre de déployer toutes nos Cloud Functions en serverless. C'est basé sur du YAML. Je vous montrerai ça tout à l'heure dans le code. Et ensuite, on va avoir un second job Cloud Build manuel qui, lui, va déployer les services Cloud Run sur GCP. Et en fait, Cloud Run, c'est basé sur du conteneur. Donc, ce qu'on va faire en amont, c'est qu'on va prendre nos images Docker
et on va les publier sur Artifact Registry. Artifact Registry, c'est un repo qui est proposé sur GCP, qui permet de stocker des images Docker, des artefacts, des packages Python, du Java ou autre. Donc c'est un peu la solution qu'on va utiliser la plupart du temps sur GCP pour avoir nos artefacts. Notre projet est hosté dans un repository GitHub, et CloudBuild, lui, se plug sur le repo GitHub pour lancer ses pipelines CI/CD. Donc ça, c'est un peu la partie CI/CD. Ensuite, pour la partie applicative, comme je l'ai expliqué, on a de la donnée brute. Donc c'est les statistiques de joueurs qui arrivent dans GCS. Donc GCS, c'est un stockage objet proposé dans GCP. Et ensuite, en bas, on va avoir notre timeline d'événements. Donc tout ça, ça va être géré par un service manager qui s'appelle EventArc. EventArc, c'est très intéressant parce que ça va wrapper du pub/sub derrière la scène et ça va nous permettre de faire réagir à tous nos différents stockages. Dès qu'on envoie le fichier dans GCS, on peut trigger en event-driven. Dès qu'on arrive dans BigQuery, on peut retrigger en event-driven. Donc là, ce qui est très intéressant, c'est que c'est EventArc qui permet de wrapper tout ça pour nous et de masquer un peu cette complexité. Donc ce qu'on fait, c'est que le fichier arrive dans la bucket. Ensuite, EventArc trigger le premier composant serverless qui va être codé en Python. Donc d'abord des Cloud Functions et ensuite en service Cloud Run. On va transformer les données brutes en données métiers. Ensuite, on va stocker le résultat dans une seconde bucket. Ensuite, on va ajouter les classements FIFA par équipe, comme je l'ai expliqué, et on va stocker la donnée dans BigQuery, notre petit data warehouse en serverless et full managé sur GCP. Et à la fin, la dernière Cloud Function va prendre le fichier d'entrée et le petit fichier métier et va le stocker ici dans une bucket pour du stockage long terme. Mais à la fin du use case, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un outil de data viz qui s'appelle Looker Studio et qui est aussi proposé sur GCP. Et là, on va afficher nos métriques et nos règles. Donc, on va afficher les meilleurs buteurs par équipe, les meilleurs passeurs, les meilleurs dribbleurs, et ainsi de suite. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais aller dans le code et je vais vous montrer comment on écrit des Cloud Functions dans GCP. Donc, j'ai préparé un projet pour ça. Donc, j'ai deux répertoires principaux, c'est Functions et Services. Dans Functions, j'ai toutes mes Cloud Functions. Donc, la convention pour une Cloud Function, c'est d'avoir un répertoire root. Et dans ce répertoire root, là, cette Cloud Function, elle est en Python. Et donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que classiquement, on va avoir un main.py file à l'intérieur de notre répertoire root. Et on va avoir un fichier requirement.txt. Le fichier requirement.txt, on va ramener tous les packages nécessaires qui vont nous permettre d'exécuter et de déployer notre Cloud Function dans GCP. Derrière la scène, en natif, c'est Function Framework qui est utilisé par GCP pour gérer la Cloud Function. J'ai besoin de GCS parce que je vais lire de la donnée de GCS et l'écrire en sortie dans GCS, donc j'ai besoin du package Python. J'ai aussi quelques packages open source qui sont ramenés dans mon code parce que ça va me faciliter la vie quand je vais appliquer un peu mes transformations et tout ça. Pour le fichier main.py, la convention pour écrire une Cloud Function dans GCP, c'est de ramener Function Framework. Et dans ce cas-là, notre Cloud Function, elle est en event-driven, donc elle réagit en temps réel. Et dans ce cas-là, on va faire Function Framework.cloud-event. C'est la convention à faire. Donc c'est vraiment très simple. On écrit notre main.py dans notre répertoire root. On fait Function Framework.cloud-event. Et derrière, notre Cloud Function va pouvoir réagir en event-driven. Et je vous montrerai la ligne de commande juste après pour la déployer et ensuite qu'elle puisse réagir à l'événement. Donc, grâce à Cloud Event, je vais pouvoir récupérer les données de la bucket d'entrée. Bon, pour les prints, faites pas attention, c'est pas que c'est de la mauvaise pratique, juste comme ça. C'est que, en fait, automatiquement, les prints vont envoyer ça dans Cloud Login, qui est l'outil centralisé de log de GCP. On n'a pas besoin forcément de faire de logger ici. Dans nos composants serverless, on peut aussi faire des prints. Donc là, la logique est assez simple. J'ai le client Python GCS. Je le prends. Ensuite, je récupère ma donnée brute de Cloud Storage en bytes. Ensuite, j'applique mes transformations de raw vers de la donnée domain, métier. Donc, je vais vous montrer ça rapidement. Le focus n'est pas forcément hyper important là-dedans, mais je vous montre quand même. Voilà, nous, on va vous montrer un peu le mapper de données et vous montrer que nous, on a modélisé en Python ce qu'on appelle des data classes. En Python, on peut faire du typage.
Bon, c'est du typage qui n'est pas, c'est du typage dynamique qui n'est pas statique, mais on peut modéliser des objets avec des data classes. Et c'est très intéressant parce que voilà, les gens qui viennent derrière dans notre code, ils peuvent mieux comprendre un peu comment ça se passe avec des objets modélisés en Python. Donc là, j'ai modélisé un peu tous les objets nécessaires avec des data classes. Et ensuite, j'applique mes différentes règles ici de transformation. Et à la fin, je retourne ma donnée domain, de brut vers domain. Donc ça, c'est bon. Je vous montre le petit mapper de données. Donc c'est un peu orienté functional programming. Donc je fais un peu une composition de transformation pour arriver à mon résultat. Donc là, je récupère ma donnée brute. Ensuite, je la désérialise parce que je veux la ramener dans un monde un peu objet. Comme ça, j'ai du typage et je peux travailler plus simplement. Et ici, ce que je fais, c'est que je fais un petit groupe by par équipe. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré la petite donnée, alors excusez-moi. Alors, la petite donnée brute pour la France, c'est ça. Donc, j'ai toutes les stats qui sont aplaties. Donc là, j'ai Hugo Lloris, Alphonse Areola, bref, les statistiques de Gardien. Donc, toutes les données sont aplaties. Donc, ça, c'est ma donnée brute. Ensuite, pour la France, je vais vous montrer l'exemple. Ce que je fais, c'est que je fais un groupe by par équipe. Et ensuite, je vais calculer les nombres de buts total par équipe. Je vais raccrocher les classements FIFA. Je vais ramener les meilleurs buteurs par équipe, Kylian Mbappé, ainsi de suite, les meilleurs passeurs, les meilleurs dribbleurs, et les statistiques de gardiens, et ainsi de suite. Voilà, pour vous remettre un peu un contexte de la donnée. Donc là, je fais un groupe by par équipe, et ensuite, j'applique ma transformation. Je reviens sur mon petit main pour aller à la fin de la logique. Une fois que j'ai calculé mes règles, j'envoie ça dans une seconde bucket, comme je l'ai montré dans l'architecture. Maintenant, je vais vous montrer le petit script qui permet de déployer cette Cloud Function. Donc, dans GCP, on a ce qu'on appelle un SDK. On peut installer un SDK. Gcloud SDK. Quand on l'installe, ça nous fournit une CLI prêt à l'emploi. Donc, cette CLI permet de taper des lignes de commande Gcloud ou GSUtil. Grâce à ça, on peut interagir quasiment avec tout ce qu'on veut sur GCP. On peut créer des Cloud Functions, on peut interagir avec des buckets, on peut faire pas mal de choses. Donc, moi ici, dans ma CI/CD, je vous montrerai tout à l'heure, j'ai le SDK. Donc, grâce à ça, je peux taper ma ligne de commande Gcloud Function Deploy. Je lui donne un nom pour mon composant serverless. Je dis que c'est de la Generation 2. Je vous expliquerai tout à l'heure qu'il y a eu un cycle de vie pour les Cloud Functions. Elles ont évolué au fur et à mesure du temps dans GCP. Je donne la région qui est Europe West 1. Je dis que le runtime, c'est du Python. Je donne mon répertoire route qui contient tous les fichiers de ma Cloud Function Python. Je donne l'entry point qui est vraiment l'élément de la méthode main, le nom utilisé dans le main. J'ai besoin de passer à un service account parce que la plupart du temps, dans GCP ou dans d'autres cloud providers, il faut qu'on donne des service accounts à nos composants pour qu'ils aient les droits de faire des choses. Ici, notre Cloud Function va lire de GCS et écrire ensuite encore dans GCS. Donc, elle doit avoir les permissions nécessaires pour le faire. Donc, c'est une bonne pratique d'avoir des service accounts avec les bonnes permissions et d'utiliser le principe de least privilege, c'est-à-dire qu'on ne donne que les permissions nécessaires à notre service account. En une ligne de commande, je gère l'instanciation de ma Cloud Function et son déploiement, et je gère ce qu'on appelle le trigger avec EventArc. Donc, j'ai deux paramètres, c'est Event Filter qui sont répétés 2 fois, et en fait, EventArc, nativement, me donne un filtre pour réagir à des arrivées de fichiers dans Cloud Storage. Donc là, je dis que j'utilise ça. Une fois que le fichier a fini d'être uploadé dans GCS, je trigger la Cloud Function, et je la fais réagir à cette bucket-là. Donc ça, c'est la bucket que j'ai créée pour la donnée brute. Bon, une fois que j'ai fait ça, je peux aussi donner un service account pour le trigger. Donc là, on est bon. On a pu voir comment le code de la Cloud Function et comment la déployer, et comment gérer son trigger en event-driven. Je vais vous montrer très rapidement le code de la seconde Cloud Function qui ajoute les classements FIFA par équipe. Donc, on ne va pas trop rentrer dans le détail. Là, on lit la donnée, on raccroche les classements FIFA par équipe, avec notre orientation un peu FP, on va dire. Ensuite, à la fin, cette fois-ci, je vais stocker ma donnée dans mon Data Warehouse BigQuery. Et pour ça, j'ai le client pour interagir avec BigQuery en Python. En amont, ici, bien évidemment, j'ai ramené le petit package Python BigQuery qui va bien pour pouvoir le faire. Dans BigQuery, on a ce qu'on appelle des load jobs, c'est-à-dire qu'on va pouvoir prendre des données et les loader en load job
dans nos tables. Une fois que j'ai fait ça, je vais pouvoir invoquer la bonne méthode pour stocker mes éléments dans BigQuery. Un aspect qui est important, si vous travaillez sur GCP et que vous utilisez le client Python BigQuery, nativement, si vous avez des erreurs, vous ne pouvez pas les gérer nativement parce qu'elles sont un peu masquées. Alors moi, ce que je recommande de faire ici, c'est d'utiliser des try except dans le code. Et ça va vous permettre, en fait, grâce à client error, d'attraper vos erreurs BigQuery et d'en faire quelque chose. Donc, c'est intéressant, si vous travaillez sur GCP, de ne pas oublier cet aspect et de le faire. Donc, une fois que j'ai montré les deux Cloud Functions, je vais un peu montrer la dernière, mais je vais cette fois-ci commencer par la ligne de commande pour vous expliquer un peu pourquoi. Alors, cette fois-ci, la Cloud Function va être codée en Go. On veut juste vous montrer qu'avec ce type d'architecture où chaque événement est autonome, on peut utiliser différents langages si on le souhaite pour telle ou telle raison. Donc, par contre, il y a un aspect, c'est que pour GCS, EventArc était natif. Par contre, pour BigQuery, ce n'est pas natif. On ne peut pas réagir à des ingestions de BigQuery nativement. Et pour ça, on a une autre possibilité, c'est d'utiliser AuditLog. En fait, dans Google Cloud, quand on fait des opérations sur BigQuery, derrière la scène, nos opérations sont loguées dans Cloud Login avec AuditLog. Et grâce à ça, nous, on peut utiliser EventArc sur AuditLog, et à chaque fois qu'il y a une entrée BigQuery qui arrive dans AuditLog, nous, on peut faire réagir notre petit composant. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu d'abord vous montrer la ligne de commande. Donc, pour AuditLog, voici le filter. Je vais dire que le service name, c'est du BigQuery, et je vais dire que ça réagit à du insert job. Voilà. Donc, c'est ça pour AuditLog. Donc, forcément, si j'ai de l'AuditLog, je vais vous montrer un peu le payload d'exemple d'AuditLog. Dans GCP, le payload est standard pour AuditLog. Et donc, du coup, grâce à ça, on peut récupérer la table concernée par notre ingestion, et on peut savoir s'il y a eu au moins une ingestion dans notre table. Ensuite, on va aller dans notre Cloud Function en Go, et on va vous montrer comment réagir à ça. Donc pour Go, on crée un objet qu'on appelle AuditLog Entry. Donc on modélise notre objet. Et la convention en Go, elle est pareille que quasiment similaire à celle de Python. On va avoir une méthode init, une fonction init, et cette fonction va pointer vers ce naming-là, et ce naming-là va permettre de pointer vers cette fonction Go. Et grâce à ça, en fait, on va pouvoir directement ici vérifier, récupérer le payload, et à partir du payload dire « Ah, bah, ça concerne la table qu'on attend, il y a au moins une ingestion dans la table, donc on a du traitement à faire à ce moment-là, on est OK, et on rentre dans notre bloc, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer nos fichiers d'entrée dans la bucket de stockage froide. Donc là, on a du move file, et je vous montre le client ici en dessous. On n'a pas un move directement qui est fourni dans le client, on va d'abord faire un copier, et ensuite un delete. Donc c'est ce qui est fait ici. On donne la bucket d'entrée, la bucket de sortie, on fait un copier et ensuite un delete. Donc là, on est bon, on a montré un peu nos différentes Cloud Functions. Mais qu'est-ce qui va permettre d'orchestrer tout ça en termes CI/CD? Comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon schéma, j'ai Cloud Build. Et Cloud Build, c'est un outil de CI/CD qui est fourni en serverless sur GCP. Et Cloud Build est basé sur du conteneur et la plupart du temps sur du Docker. On a une liste de steps, donc c'est ce que je vous montre là. Et en fait, on va pouvoir, dans nos steps, faire un from d'une image de base. Donc ici, mon image de base, c'est Cloud SDK. Grâce à ça, j'ai accès à la CLI de gcloud que je vous ai montré dans les scripts. Je vais invoquer mes différents scripts ici. Je peux passer des variables d'environnement et on est bon. Je vais ensuite vous montrer comment exécuter, déployer du Cloud Build avec GCP. Pour ça, j'ai préparé des lignes de commande dans mon README. Donc, on a gcloud build submit. On lui passe le fichier YAML pour Cloud Build. Et ensuite, on va lui passer des variables externes si on le souhaite. Et je ne vais pas redéployer les Cloud Functions pour gagner du temps. Mais voici la ligne de commande. Et par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais exécuter je vais upload mon fichier brut et exécuter mon architecture en event-driven. Et ensuite, vous montrer les résultats dans la console GCP. Donc, pour ça, j'ai préparé un petit script. Il s'appelle, alors je crois que c'est setup script. Alors je vais revoir ici. Hop. Voilà, donc là, c'est du Cloud Function. Donc il va peut-être me redemander une petite authentification. Je vais le faire.
Normalement, on va être bon. Donc là, l'upload a été fait. Donc, je vais aller faire un petit tour dans Google Cloud. On va aller dans l'écran dédié au Cloud Function. Donc là, je vais peut-être zoomer un peu mon écran. Donc, dans cet écran de GCP, vous avez accès à toutes vos Cloud Functions. Vous pouvez aller les voir, vous pouvez accéder à leurs détails, vous pouvez aller voir les métriques, les logs, et ainsi de suite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un peu le résultat ici. Donc là, j'ai Row to Domain. J'ouvre ma petite Cloud Function. Et ici, j'ai accès un peu à peu près à tout ce que je veux. Donc, je peux accéder aux logs, je peux accéder aux triggers, aux permissions, et ainsi de suite. Là, ma log me montre que j'ai bien upload le résultat dans GCS pour ma donnée métier. Donc, jusqu'ici, tout va bien. Je vais ensuite accéder à la deuxième Cloud Function qui ajoute les classements FIFA par équipe. On va espérer que ça ait marché. Voilà. Ça met un peu de temps pour afficher les logs. Et là, on nous dit que c'est bon, que la donnée a été stockée dans BigQuery comme attendu. Donc, ça a été fait en event-driven. Et la petite dernière, qui déplace les fichiers traités en Go. On va aller voir un peu ce qu'elle nous dit. Et je pense qu'on est bon parce que, oui, la logique va être invoquée. Donc là, on est bon. Donc, on a fait notre diagramme en event-driven pour les Cloud Functions. Donc, on est content. On va aller dans BigQuery pour vous montrer un peu le résultat final. Donc là, j'ai une table dédiée. Dans BigQuery, on a ce qu'on appelle des datasets. Et dans les datasets, on peut créer des tables. Donc là, je vais faire un petit refresh. Hop. Et je vois que j'ai bien ma donnée qui a été stockée. Alors, elle est là, dans BigQuery. Donc, on a nos données de statistiques de joueurs qui ont été calculées dans BigQuery. Et donc, on est content. Donc là, on est OK là-dessus. Ensuite, je vais aller faire un peu l'équivalent, vous montrer un peu l'équivalent avec des services Cloud Run. Donc là, pour Cloud Run, cette fois-ci, c'est un autre moyen de faire des composants serverless sur GCP. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, pareil que pour la Cloud Function, on a un répertoire route en Python, mais cette fois-ci, on est basé sur du conteneur. Et on va vous montrer comment le faire avec Docker. Donc, dans notre répertoire route, on a un Dockerfile. Ce Dockerfile, je vais vous expliquer comment le faire. On va copier les fichiers dans notre conteneur. On va copier le requirement.txt dans le conteneur. Ensuite, on va installer les packages Python dans le conteneur. On va donner un working directory dans notre conteneur et on va copier à la fin vraiment nos services pour qu'ils puissent être exécutés dans notre conteneur Docker. Un aspect qui est important, si vous vous intéressez à Cloud Run dans GCP, la documentation, la plupart du temps, utilise du Flask avec un seul fichier Python. Moi, ici, je suis plus en mode Real World, où j'ai vraiment un module Python avec du separation of concern et de la logique séparée dans différents fichiers. Et pour ça, il n'y a pas d'exemple qui montre comment le faire en module Python. Et j'ai aussi utilisé FastAPI plutôt que Flask. FastAPI en Python, c'est très intéressant, je vous recommande de regarder, parce que avec FastAPI, on a plus de support pour gérer des appels asynchrones en Python. On a aussi des librairies comme PyIdentic qui permettent de faire du typage dans notre code et aussi d'appliquer des validations de type. Donc ça apporte plus de robustesse à notre code Python. Donc pour de la best practice, je vous recommande plus de regarder FastAPI avec Cloud Run et je vais vous montrer à quoi ressemble le code. Donc pour le code, on a notre requirement.txt comme d'habitude, il est là, et on a notre tmain.py. Et là, vous allez voir, c'est assez simple. On a un objet FastAPI ici qu'on instancie. Ensuite, on a notre petit point d'entrée. On dit qu'on est en requête post. Ensuite, grâce à PyIdentic, je peux récupérer les éléments de la request directement grâce à FastAPI. Le reste de la logique est la même, donc je ne vais pas la montrer. Donc, on est bon. Le second service Cloud Run est le même, donc je ne vais pas le montrer. Je vais montrer le dernier. Je l'avais fait en Go en Cloud Function, et là, je le fais en Python en Cloud Run. Parce que je n'ai pas trouvé d'exemple dans la doc de GCP ou sur le net qui montre comment récupérer du payload avec FastAPI pour, par exemple, interagir avec le audit log entry. Donc, je vous montre comment le faire en Python. Donc, pour du Python, on a cette syntaxe from HTTP à partir de la request
Et grâce à ça, on va récupérer notre petit payload. Une fois qu'on l'a récupéré, le reste de la logique est identique. Donc là, on est bon. Voilà. Je voulais vous montrer un petit peu ça. Et ensuite, on va aller vous montrer comment on déploie ça. Alors, un aspect qui est quand même important, je vous montre le Cloud Build associé. Donc là, j'ai ce Cloud Build qui va permettre de déployer mes services Cloud Run. Et comme je l'expliquais tout à l'heure, c'est basé sur du conteneur. Donc je vais d'abord devoir build mes images Docker et les publier dans Artifact Registry. Et ensuite, utiliser mes petites commandes gcloud pour déployer mes services Cloud Run. Les commandes gcloud en service Cloud Run, elles sont un peu différentes que celles des Cloud Functions, donc je vais vous montrer. Donc là, je vous montre à quoi ça ressemble. Cette fois-ci, on le fait en 2 lignes de commande. Donc on a gcloud run deploy, on lui passe le service name, on lui donne le chemin de l'image Docker qui a été publiée précédemment dans Artifact Registry. On lui donne la région GCP, on dit que notre composant serverless est sécurisé, on ne peut pas y accéder en public, ça c'est très important. Et on lui passe une petite variable d'environnement avec le projet GCP. Là, on le décline en 2 lignes de commande. Donc la deuxième ligne de commande va gérer mon trigger. Pour mon trigger, c'est gcloud event arc trigger. Idem ici, je lui donne un naming, je dis que le service associé, c'est celui qui est au-dessus. Je donne la région pour le trigger, la location et mes petits filtres event arc. Donc là, on est bon. C'est juste cet aspect qu'il faut prendre en considération. En Cloud Function, c'est une ligne de commande. En service Cloud Run, c'est 2 lignes de commande. Voilà. Une fois qu'on l'a, on est bien. Donc ça, c'est fait. Je repasse sur le petit Cloud Build pour vous montrer. Et là, ce qu'on fait ici, c'est que on ramène une image qui s'appelle Cloud Builder Docker. Et en fait, ici, on a besoin de build nos images Docker. Donc là, c'est des lignes de commande Docker traditionnelles pour le faire. Il y a un aspect aussi qui est important. Si vous allez dans la doc de GCP, la plupart des exemples vous montrer comment build et publish vos images Docker dans Artifact Registry via une autre ligne de commande que les lignes de commande Docker traditionnelles. C'est gcloud build submit. Le problème de gcloud build submit, c'est que je suis obligé de mettre mes Docker files à la racine de mon projet. Moi, ça me dérange un petit peu parce que si parfois je fais plusieurs composants serverless, plusieurs services Cloud Run, j'ai envie de mettre mes images Docker dans chaque répertoire de services. Ça me permet de mieux mettre la responsabilité dans chaque service. Et pour ça, on ne peut pas le faire avec le gcloud build submit. Donc, si vous allez dans la doc, vous allez plutôt tomber sur ça. Et donc, la possibilité pour le faire comme moi je le propose, avec le Dockerfile par répertoire de services, c'est d'utiliser des images Docker traditionnelles. Et pour ça, on va pouvoir ici pointer vers le Dockerfile qui est à l'intérieur d'un sous-répertoire. Et ensuite, on va lui passer le nom du service. Et on va dire que le working directory, ça reste quand même le root du projet. Donc ça, c'est intéressant pour nous. On reste quand même à partir de root, mais on dit juste que notre Dockerfile est à l'intérieur d'un sous-répertoire. Voilà. Ça, c'est un truc dont je voulais quand même vous parler. Et ensuite, le Docker push pour Artifact Registry, on passe juste le chemin ici de l'image et on est bon. Donc là, on est OK. Je vais réexécuter mon petit composant. Cette fois-ci, je vais exécuter l'architecture, mais avec les services Cloud Run. Et pour ça, j'ai un autre script qui va me permettre d'upload la donnée raw, mais dans une bucket dédiée au service Cloud Run. Donc là, je l'ai appelé Cloud. Voilà, on fait un petit entrée, on attend que ça se upload. On va dans GCP et on va vous montrer le résultat dans l'écran dédié. Donc ça, c'est un écran qui vous propose tous vos services Cloud Run ou vos jobs. Il y a aussi une subtilité. Quand vous allez travailler sur Cloud Run, vous allez avoir ces 2 possibilités, service et job. Service, c'est plus pour répondre à des requêtes HTTP. Ça a un runtime à 1 heure, alors qu'un job, lui, c'est un job. Donc, on peut faire des cron jobs ou autres. Et là, ça peut durer jusqu'à 24 heures. C'est important de l'avoir en considération. Ici, dans cette architecture, j'ai plutôt opté pour des services parce que je n'ai pas des traitements long terme et je veux répondre à des requêtes HTTP. Ça, c'est la petite subtilité dont je voulais vous parler. Ensuite, je vais juste montrer les logs de du premier service Cloud Run. Et on va voir ensuite que, normalement, la donnée va être dans BigQuery.
Donc je reviens ici. Alors, service, row to domain. J'ouvre mon petit onglet. Et là, pareil que pour la Cloud Function, j'ai accès à différentes métriques. Et je vais aller dans Logs. Donc, on voit qu'on a bien la log qu'on attend, à 10h44. Donc, on est content. On va aller voir un peu dans BigQuery ce qui se passe. Bon, je n'ai pas vidé la table, j'aurais dû la vider avant, mais bon, ce n'est pas très grave. Mais on est bon. L'architecture est passée en event-driven avec nos services Cloud Run. On est content. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va vous faire découler le second use case. Là, cette fois-ci, je vais ajouter un petit workflow au milieu de mon architecture pour vous montrer pourquoi c'est intéressant et quel est l'intérêt de le faire. Donc, pour cette architecture-là, on est encore sur du Cloud Build. Donc, on va déployer nos Cloud Run et services et nos Cloud Functions avec Cloud Build. Mais cette fois-ci, nos composants serverless vont être développés en HTTP. Dans le premier exemple, c'était Cloud Event qui permettait de recevoir avec Function Framework les éléments. Mais là, ça va être de l'HTTP, et c'est notre workflow qui va trigger en HTTP nos composants serverless. Donc, j'ai un autre job Cloud Build qui va permettre de déployer mon workflow. Donc, c'est un outil qui s'appelle Workflows sur GCP, qui est basé sur une syntaxe YAML, je vais vous montrer ça tout à l'heure, et qui fonctionne en mode Call API, parce que dans GCP, on a des API standards, et Cloud Workflow permet d'interagir en Call API sur tous nos services de GCP, quasiment. Bon, sur la partie applicative, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois que le fichier est upload dans la bucket, notre timeline d'événements va être beaucoup plus simple. Event Arc va trigger ce bloc que vous voyez là, qui est le workflow. Il est là. Et en fait, ensuite, une fois que le workflow est trigger, c'est ce workflow qui va avoir la responsabilité de dire je lance Cloud Function 1, Cloud Function 2, Cloud Function 3. Donc c'est un orchestrateur de tâches. Il est pensé pour. Et ce qui est intéressant avec ce type d'outil, c'est que ça gère aussi de la notion d'attente. Donc mon petit workflow va faire les travaux comme pour le premier use case. Il va stocker la donnée domain ici, il va ajouter les classements FIFA, et il va aller dans BigQuery, et ainsi de suite. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble dans le code. Donc, j'ai un second projet que j'ai créé, qui, je vais vous montrer comment on fait du workflow dans GCP. Alors, cette fois-ci, pour le workflow, je vais utiliser Terraform pour le déployer. Il y a différentes façons de faire. On aurait aussi pu le faire avec une commande gcloud, mais là, je vous montre comment le faire avec Terraform. Donc, j'ai un répertoire infra. Et là, j'ai un petit répertoire et module Terraform qui s'appelle World Cup Qatar Workflows. Pour Terraform, je vais lui passer des variables. On peut passer des variables externes à Terraform, ce qu'on appelle des TF-vars. Et ensuite, je vais avoir une petite configuration JSON élégante dans mon code Terraform ici que j'ai préparé pour mon workflow. Donc, je donne un nom de workflow, je donne une description. Alors, attendez, je donne une description, je donne le chemin du workflow à l'intérieur de mon module Terraform, je donne le trigger name et le trigger bucket. Donc ça, c'est histoire d'avoir un truc un peu élégant. Ensuite, voici à quoi ressemble la syntaxe de workflow dans GCP. C'est basé sur du YAML et sur des call API, comme je vous ai dit. On a une liste de steps, on peut passer des paramètres, et ensuite, on peut, grâce à des calls HTTP et API, on peut invoquer nos Cloud Functions ou nos services Cloud Run. Donc, c'est vraiment très simple à faire. Un aspect à prendre en considération, comme je l'expliquais tout à l'heure, nos composants sont sécurisés, ils ne sont pas accessibles en public. Donc, notre workflow doit pouvoir s'authentifier et pouvoir accéder, avoir les droits d'accéder à nos composants serverless. Et pour ça, on indique qu'on utilise un type OIDC pour le faire. Donc, c'est pour ça ici que j'ai passé auth OIDC. Ce qui est intéressant, c'est que tout ça, c'est géré par le cloud provider. Je n'ai pas besoin de m'en préoccuper. Donc, là, j'ai juste besoin d'aller chercher le chemin de ma Cloud Function, de dire que l'auth est OIDC, et de choper le résultat, et ensuite de passer au step d'après, et au step d'après. Donc, vous voyez, la syntaxe est assez simple. C'est du YAML qui fait des call API. Et grâce à ça, on a notre petit workflow qui, lui, fait de l'orchestration de tâches pour nous en serverless. Donc là, on est bon. Pour les services Cloud Run, je ne vais pas le montrer parce que c'est vraiment la même logique. Elle est là. Et je vais vous montrer rapidement le petit Cloud Build qui déploie ce code Terraform. Donc pour le code Terraform avec Cloud Build,
J'utilise TerraGrunt, mais je n'étais pas obligé d'utiliser TerraGrunt, c'est juste une question d'habitude. Là, j'ai un module Terraform qui est simple. Une image Docker Terraform aurait largement suffi en réalité. Mais voilà, pour une déclinaison en module Terraform, parfois c'est intéressant d'avoir TerraGrunt pour ne pas répéter du code. Avec TerraGrunt, j'ai juste besoin de donner le répertoire route pour ma partie infrastructure, et ensuite de taper mes lignes de commande pour faire un plan et un apply. Une fois que je fais ça, mon code Terraform est bon. Je vais vous montrer en README à quoi ça ressemble. Alors, je vais la zoomer ici, hop, et je vais enlever ça. Alors, le Terraform, il est là. Il est ici. Alors, est-ce que je suis dans le bon projet, moi? Hop. Déploie le workflow, ouais. Bon, je vais quand même l'exécuter. Je pense qu'elle est assez rapide. Et de toute façon, il va me dire que le truc est déjà là. Alors, je ne suis pas dans le bon projet. Hop. On va zoomer un petit peu ici pour que vous voyez mieux. Voilà. Bon. OK, bon. Elle va tourner, mais elle va nous dire que l'infrastructure est déjà là. Donc, pas très grave. Nous, on va continuer d'avancer et on va vous montrer à quoi ressemble Cloud Workflows dans GCP. Donc là, on a cet écran dans Workflows et on va vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, on a la liste de nos exécutions. On va accéder à la dernière exécution ici. Elle est là. Et je vais pouvoir ensuite... donc là, le code Terraform, lui, va dire que normalement, on est bon. On n'a pas vraiment de change. Donc, apply complete, on va le laisser finir. Et ensuite, on va trigger notre workflow. Donc là, on va trigger notre workflow en event-driven. On fait ça, hop. On repart dans notre écran. On rafraîchit notre exécution. Et là, voilà, le workflow, il ressemble à ça. Donc, il propose ce qu'on appelle un DAG. Donc, dans son DAG, on voit les différentes tâches de notre workflow. Ici, on a des tâches en séquentiel. Et on est bon. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un peu le résultat dans Looker Studio. Alors, Looker Studio, c'est un outil qui est proposé dans GCP pour faire de la data vise. Donc, avec Looker Studio, je vais vous afficher les métriques des statistiques des joueurs. Donc là, on a calculé les meilleurs buteurs par équipe. On va arriver dans ce petit tableau. On voit que Kylian Mbappé s'est bien débrouillé, comme je l'avais mis dans l'abstract. Il a 16 buts pour la Coupe du Monde. On voit que Lionel Messi, pour l'Argentine, a aussi marqué beaucoup de buts, 14, donc ça, c'est très bien. On a les meilleurs passeurs par équipe, c'est Lionel Messi, Ivan Perisic, Griezmann est pas mal, lui, parce qu'il il en a 3. On voit les joueurs qui ont le plus d'apparitions, qui ont le plus joué, ici, dans ce bloc-là. Les duels gagnés, les interceptions, les tacles réussis. Donc, on a les tacles réussis. Les statistiques de gardien en bas. On ne va pas trop rentrer dans le détail, mais je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Donc, les statistiques de gardien, mais en mode clean sheet, ça veut dire pas de but encaissé. Et des petits tableaux qui remontrent les statistiques de meilleurs buteurs et meilleurs passeurs. Voilà. Donc là, on est bon. Je vous ai montré un peu les métriques. Je vais retourner un peu dans mes slides et terminer un peu la démo. Alors, bon, les avantages de l'event-driven, on l'a expliqué, c'est design basé sur des événements. Les fichiers sont traités rapidement, donc on peut apporter de la valeur métier et nos composants sont autonomes et découplés. Mais il n'y a pas que des avantages, il y a aussi des inconvénients. C'est que parfois, quand on a des architectures complexes, le fait d'avoir que des composants autonomes qui réagissent à partir d'événements, parfois, ce n'est pas évident pour la lisibilité, pour aller voir un peu ce qui se passe. On n'a pas une cartographie centralisée de nos services, et parfois, ce n'est pas simple à voir. Et ça peut aussi nécessiter de la gestion. Parfois, si forcément, on peut avoir des erreurs, et il faut bien gérer nos erreurs, faire des try-catch dans notre code, et penser nos composants pour pouvoir faire du rejeu. C'est important de le faire. Et parfois, ça ajoute pas mal de gestion. Et aussi un aspect, c'est que pour faire des tâches en parallèle, c'est possible, mais c'est un peu plus compliqué de le faire nativement. On a vu qu'avec Cloud Workflows, on pouvait ajouter un petit orchestrateur dans notre architecture, et grâce à ça, on peut faire des tâches en parallèle plus facilement, et c'est serverless. Pour le serverless, les avantages, c'est qu'il n'y a pas d'infra, de serveur ou de cluster à gérer. Donc ça, c'est très bien. On peut être focus sur notre code métier et qu'on a vu que GCP fournissait tous les services nécessaires pour le faire, Cloud Run, Cloud Function et ainsi de suite. Et les coûts sont vraiment intéressants parce que c'est que lorsqu'on traite de la donnée que nos composants s'exécutent et facturent de l'argent. Il y a un aspect à prendre en considération aussi quand on fait du serverless, c'est le cold start.
Comme vous le savez, le serverless est fourni à la volée par le cloud provider. Le temps de monter l'infrastructure et de déployer le composant à la volée, ça peut prendre quelques secondes, et ça à prendre en considération quand on veut de la grosse performance. Donc c'est important de le savoir, mais parfois on peut tolérer une petite perte pour profiter un peu de ce type d'architecture. Ce n'est pas adapté à tous les use cases. Parfois, si on a de l'orchestrateur Airflow ou du GitLab, on ne va pas l'installer en serverless, donc ce n'est pas adapté à tout. Cloud Function, alors je vais vous faire un petit historique rapide. Cloud Function a évolué au fur et à mesure du temps. Au début, il y avait les V1, ensuite les V2, et maintenant, Cloud Function fait partie intégrante du projet Cloud Run. Donc maintenant, l'équipe Cloud Run a intégré Cloud Function totalement à l'intérieur, et derrière la scène, Cloud Function est vraiment exécuté avec le moteur de Cloud Run. Donc, ce qui est bien, c'est que les Cloud Functions bénéficient des derniers avantages de Cloud Run. On peut avoir un runtime à 24 heures. On peut setter de la sécurité dans notre Cloud Function, du VPC ou autre. Donc, c'est important de l'avoir en considération. Ce petit comparatif montre quand est-ce qu'on peut choisir Cloud Function ou Cloud Run. Si on veut que fournir le code et avoir le maximum de management par le cloud provider, on va plus aller vers Cloud Function. Mais si on veut plus de flexibilité, on va aller vers Cloud Run. Et comme c'est basé sur du conteneur, on peut choisir son web server, son runtime, alors qu'en Cloud Function, c'est Function Framework. Donc, en conclusion, on a vu que c'était pas forcément évident de s'en sortir dans cette multitude d'offres. On a montré les différents services en on-premise et sur les cloud providers. Et on a essayé de vous apporter une implémentation complète sur Google Cloud de façon real-world et pragmatique. Et on a vu que GCP fournissait quand même pas mal de composants pour le faire. Ça ne veut pas dire que les autres cloud providers ne peuvent pas le faire, mais on sent quand même que côté GCP, ça a été pensé pour ça, quoi. On propose beaucoup de services en serverless, et c'est intéressant. On a pu montrer qu'on pouvait switcher de langage Python Go. Et on a montré aussi ça avec des vraies données, avec les stats de la Coupe du Monde du Qatar. Donc, les projets sont dans GitHub, donc n'hésitez pas à les cloner, à les tester de votre côté, ou à me faire des feedbacks, c'est intéressant. De toute façon, vous aurez accès aux slides, donc vous pourrez aller voir un peu les deux use cases, avec essentiellement les services managés, et l'autre use case avec Cloud Workflows. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Donc, on est bon. Je vous remets les slides histoire d'eux, si au début vous ne les avez pas récupérés. Et pour les feedbacks aussi, n'hésitez pas à me faire des feedbacks. Je suis vraiment preneur de ça pour de l'amélioration continue. Et donc, merci.